point de vue. Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le pétrole n'a jamais si bien porté son surnom. L'or noir semble devenu depuis un mois et le début de la guerre au Moyen-Orient la ressource la plus précieuse au monde. Et certains ne reculent devant rien pour s'en procurer, au point de siphonner les réserves des agriculteurs. Il n'est pas rare qu'ils aient des milliers de litres de GNR en stock sur leurs exploitations. Coup dur de plus pour une profession déjà à bout de nerfs. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Haute-Garonne, Charles L'Huillier. Avec ses 200 hectares de terre, Luc Mesbah consomme 14 000 litres de carburant chaque année. Tout le monde le sait dans le village. Ce qui devait arriver est donc arrivé. On va voler 1000 litres en une nuit. 1000 litres, regardez les sommes que ça fait. Ils sont allés directement à la cuve et ils ont ouvert les vannes. Ils ont pris des bidons et ils pompent automatiquement. Et ils dérobent ça en l'affaire de 5 minutes. Depuis cet épisode, l'agriculteur rentre systématiquement tous ses engins fonctionnant au gasoil dans un hangar. Les moissonneuses, elles ont des réservoirs de 1000 litres. Si les bouchons sont fermés, ils percent les réservoirs par dessous avec une perceuse électrique. Donc il faut changer tout le réservoir. C'est arrivé à des voisins. Donc moi j'essaye de mettre du matériel qui est sensible sur des endroits sécurisés, caméra, et on surveille quasiment tous les soirs. Mais choses qu'on ne voyait jamais. Donc le monde a changé, ça devient ingérable. Un monde qui a changé avec une ultra-violence qui peut entraîner des drames, même pour quelques litres de gasoil. Luc Mesbah ne va donc pas tenter le diable. Je fais confiance au service de gendarmerie, puis j'ai pas mis d'aller me prendre un coup de fusil comme ça. Surtout qu'ici, le contexte est déjà très tendu. En plus de ces vols de carburant, il faut aussi composer avec les vols de GPS agricoles, des outils à plus de 20 000 €. Longage, Charles L'Huillier, Europe 1. Et la question que l'on se pose tous ce matin encore, quand les prix vont-ils baisser à la pompe ? Avec le début de la trêve entre l'Iran et les États-Unis et l'ouverture officielle des négociations demain au Pakistan, le gouvernement prédit une baisse d'au moins 10 centimes d'ici lundi au plus tard. Bonjour Christophe Bordet. Et bonjour à tous. Les hausses de prix au début de la guerre ont été répercutées immédiatement. Alors pourquoi l'inverse prend-il autant de temps, Christophe ? Écoutez, première raison d'une baisse qui tarde à se concrétiser, les cuves des stations-service sont pleines de carburant, payé 2,10 €, 2,20 € le litre. Il faut le temps de l'écouler. Les distributeurs ne vont pas le vendre moins cher qu'ils ne l'ont acheté. Ensuite, le prix du baril de pétrole proche des 100 $ ce matin. Je vous rappelle qu'en février, avant la guerre, il s'affichait à 60 $, un prix auquel on n'est pas prêt de le revoir. D'autant que le nombre de pétroliers qui franchissent le détroit d'Ormuz se compte sur les doigts d'une main. Les Iraniens continuent d'entraver la traversée. Leur volonté de faire payer 1 $ par baril de brut est inacceptable, estime Paris, qui convoque le droit à la navigation dans les eaux internationales et le bien commun. Pour sa part, Donald Trump conseille aux gardiens de la Révolution d'arrêter ça tout de suite, après avoir trouvé l'idée intéressante. Bref, il n'y a plus qu'à espérer que les négociations au Pakistan permettent de régler cette question qui continue de peser sur l'économie mondiale. Merci Christophe Bordet. Et dans ces conditions, l'urgence est de nouveau pour la France, la souveraineté énergétique. Pétrole, gaz, le sujet revient sur la table à chaque crise mondiale. La France a diversifié ses sources d'approvisionnement. On importe aujourd'hui notamment de plus en plus de GNL américain, du gaz de schiste qui existe dans notre sous-sol. Alors pourrait-on l'exploiter ? Aurélien Fleurot, il y a d'abord plusieurs obstacles à franchir. D'abord, revenir sur la loi Jacob de 2011 qui interdit la fracturation hydraulique et sur l'interdiction depuis 2017 d'exploiter des hydrocarbures non conventionnels. Il y aurait aussi un sujet d'acceptabilité par les habitants des zones concernées. Les risques sont connus, pollution des nappes phréatiques, microséismes, production de CO2 et de méthane. Les défenseurs d'une exploitation du gaz de schiste en France mettent en avant un gain de souveraineté, mais encore faudrait-il que cela fasse sens sur le plan économique, prévient Emmanuel Fage, expert énergie au cabinet Roland Berger. Il y a du gaz de schiste dans pas mal de sous-sols rocheux, mais il n'est pas toujours très bon marché en fait. Donc les États-Unis, c'est l'Eldorado, ils ont de la chance. Là, ils ont des gros gisements qu'ils arrivent à exploiter pendant des années. Il y a d'autres pays où on avait beaucoup d'espoir et où en fait, malgré l'existence de ce gaz, on n'arrive pas à le sortir de façon économique. Alors la France pourrait plutôt miser sur le biométhane, même si là aussi le sujet du prix ne permet pas pour l'instant d'espérer un impact massif sur notre mix énergétique et donc sur nos dépendances. Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que la France doit relancer l'exploration de gaz de schiste et de pétrole dans son sous-sol ? C'est la question du jour. Sur le site et l'appli Europe 1, vous pouvez y répondre dès maintenant. La guerre au Moyen-Orient et un lointain espoir d'apaisement au Liban. Oui, même si de nouveaux échanges de tirs ont eu lieu cette nuit et des pourparlers ont été confirmés entre Israël et le Liban. Ils auront lieu à Washington la semaine prochaine. Notez que la conférence des évêques de France appelle tous les catholiques du pays à se rassembler et prier
prier pour la paix au Liban demain soir à 18h. Un message de paix que porte le pape Léon XIV et qu'il devrait à nouveau confier aujourd'hui à Emmanuel Macron. Le chef de l'État est arrivé hier à Rome. À 10h ce matin, il s'entretiendra au Vatican avec le Saint-Père. Premier entretien, maintes fois repoussé, près d'un an après l'élection du souverain pontife Frédéric Michel. Oui, dès l'élection de Léon XIV, le principe d'une visite avait été acté. Le pape et Emmanuel Macron s'étaient rapidement parlé au téléphone, mais il a fallu trouver le bon calendrier, la bonne date, dans des agendas surchargés. C'est une visite qui s'inscrit dans la tradition républicaine et laïque. Une rencontre, indique l'Élysée, qui sera consacrée à un dialogue ouvert, approfondi sur les enjeux de paix, d'ordre international et d'action face aux crises. Les deux diplomaties ont des visions communes, explique Monseigneur Patrick Valdrini, chanoine de la basilique romaine Saint-Jean-de-Latran. Cette période très particulière où il y a une situation mondiale très difficile, je pense qu'il y a un accord fondamental du Saint-Siège et de la France sur les principes de fond, le respect du droit international, le respect des peuples, sur les moyens de sortir de cette crise, de promouvoir la paix. Et comme Monseigneur Valdrini, le président français est chanoine de la basilique de Latran. C'est une tradition héritée de la royauté. Le titre est honorifique, pas spirituel. Emmanuel Macron a accepté cette charge et le Vatican y est sensible. D'autres présidents comme Georges Pompidou, François Mitterrand ou François Hollande l'avaient refusé. Frédéric Michel. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Les sports, la 123e édition du Paris-Roubaix va régaler les passionnés de cyclisme ce dimanche. Réputée course d'un jour, la plus difficile au monde, 260 km dont 55 secoués sur les pavés. Une épreuve pour les corps mais aussi pour les esprits. Alors pour s'y préparer, depuis le début de l'année, l'équipe Cofidis a recruté à temps plein une préparatrice mentale. Charles Bouchin a pu assister à sa séance avec l'un des coureurs. Reportage. Allô, ça va ? Ça va et toi ? C'est devenu une habitude. Avant chaque course, Clément Esquiardo, coureur de la Cofidis, appelle Soline, la préparatrice mentale de l'équipe. Il y a 30 secteurs pavés. Comment toi tu peux justement gérer ça ? Ça va être dur, hein. Ça joue beaucoup à la tête parce que tout le monde est mort et c'est à celui qui aura le plus gros mental, c'est sûr. Et pour se préparer mentalement, au programme aujourd'hui... Ça te va si on fait une visualisation ? C'était justement pour te mettre un peu dans les conditions Paris-Roubaix. Une technique d'imagerie mentale qui consiste à faire visualiser la course au coureur. Clément Esquiardo ferme ses yeux et se laisse dicter son Paris-Roubaix. Prendre l'échappée, faire face à une crevaison, tout est anticipé jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu passes secteur après secteur, comme si tu voulais vraiment les manger, ces pavés, ok ? 10 minutes plus tard, le coureur ouvre ses yeux, presque transpirant. Ce travail mental est bénéfique. On vit la course avant même de la faire. On sait que ça va être dur, mais si tu pars avec un état d'esprit de guerrier, que tu es conditionné à être comme ça facilite quand même l'appréhension de la course. Le coureur de 24 ans pourra compter sur l'aide de Soline jusqu'au départ. La préparatrice mentale sera dès ce soir à l'hôtel pour donner ses derniers conseils. Valenciennes, Charles Bouchin, Europe 1. En football, l'Olympique de Marseille aurait trouvé son nouveau président. Selon le journal La Provence, l'ex-PDG d'Orange, Stéphane Richard, succéderait à Pablo Longoria. Le propriétaire du club, Franck McCourt, pourrait l'annoncer lors d'une conférence de presse à 11h aujourd'hui. Et puis en tennis, le Masters 1000 de Monte-Carlo, quart de finale aujourd'hui. Le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, affronte le Kazakhstanais Alexander Bublik, tombeur de Gaël Monfils en 16e. Le numéro 2, l'Italien Yannick Sinner, sera lui face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans quelques instants. Votre invité politique, ce sera Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République de Paris.